Bonjour. Bonjour. Nous avons donc une réflexion effectivement à Pédiadol sur la thématique de l'évaluation de la douleur depuis assez longtemps. Vous avez suivi le cheminement ce matin. Est-ce qu'on peut vraiment mesurer la douleur? Et puis ensuite, quand la douleur est une somatisation, comment effectivement cela représenter et s'en occuper? Et puis nous qui avons donc prôné l'évaluation de la douleur depuis de très nombreuses années, eh bien, on se pose des questions. Et ça fait plusieurs années que nous nous disons il faut absolument qu'on prépare une communication sur pour notre problématique, puisque depuis plus de 20 ans que Pédiadol existe, eh bien, on a cherché à promouvoir l'emploi des échelles d'évaluation. Bien entendu, ces échelles sont des échelles qui donc mesurent un aspect de la douleur, et il y en a plus d'une trentaine qui ont été déjà publiées, des échelles validées pour mesurer la douleur ou du moins un aspect de la douleur. C'est au cours de toutes ces années, la mesure de la douleur dans les lieux de soins est devenue une pratique demandée par la loi et une pratique exigée par l'HAS, puisque c'est même dans les critères exigibles prioritaires pour la certification. Et on travaille donc pour améliorer ces échelles d'évaluation. Et pourtant, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on fait des audits, quand on fait des évaluations des pratiques professionnelles, on s'aperçoit que, bon, si on vient de faire une formation, les échelles sont employées, mais quelques mois plus tard et quelques années, bon, de nouveau, les échelles, en fait, sont peu employées. Alors, c'est évidemment une très grosse déception pour nous, une blessure pour notre ego. Et donc, nous réfléchissons, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les freins? D'où vient la faille? Puisqu'on a vu que la douleur est quelque part mesurable. Et comment ça se fait que, malgré tous les avantages qui ont déjà été démontrés d'utiliser effectivement, de mesurer la douleur, eh bien, voilà, on a notre petit attirail de scores qui sont largement disponibles, largement faciles à trouver. Bon. Et bien souvent, ça reste lettre morte. Alors la première chose, bien sûr, la première idée qui nous est venue, on pense encore trop souvent que la douleur, ce n'est pas mesurable parce que c'est subjectif et donc ce n'est pas scientifique. Donc c'est pour ça que nous avons demandé donc au professeur Bruno Falissard d'intervenir ce matin, et il vous a donc bien démontré que oui, la mesure de la douleur, c'est quelque chose de possible scientifiquement. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais c'est vrai que chez le jeune enfant, on ne peut pas recueillir d'auto-évaluation, et donc on utilise des scores comportementaux. Que mesurent vraiment les échelles comportementales d'évaluation de la douleur? Quand on demande à un patient ce qu'il ressent, c'est sa perception. Quand on regarde le comportement d'un enfant pour le mesurer, là, c'est l'expression de l'expérience douloureuse. Et puis, cette mesure comportementale se réduit finalement aux items qui ont été choisis dans l'échelle. Et vous savez que pendant longtemps, on a eu deux bases de travail, la douleur aiguë avec agitation et pleurs, et la douleur installée avec retrait, prostation, atonie psychomotrice, et qu'il y avait donc deux sortes d'échelles, les échelles qui mesuraient la douleur aiguë, en particulier les scores post-opératoires, et puis les échelles qui mesuraient la douleur prolongée, comme l'échelle des EGR, puisqu'on a été tout à fait pionnier en France pour établir des scores de ce genre. Tout récemment, en 2009, une équipe à Montpellier a enregistré en vidéo des enfants en post-opératoire, en salle de réveil, puis dans le service, et ils se sont rendus compte que finalement, au moins 10% des enfants n'étaient pas enregistrés par les scores qu'ils avaient utilisés.
Donc, évidemment, il faut choisir le bon outil. Si vous prenez une échelle dans laquelle il n'y a que des items d'agitation et pleurs, et un enfant qui donne des coups de pied, se débat, etc., la douleur avec prostration, elle ne sera pas enregistrée, et vous aurez un joli score à 0 alors que l'enfant a très mal. À l'inverse, si vous prenez un score qui n'enregistre que la prostration sans qu'il y ait possibilité d'enregistrer la douleur aiguë, évidemment, la douleur aiguë ne sera pas enregistrée. Donc, bien sûr, on le sait, les échelles ont un aspect réducteur. Elles n'enregistrent que les items qui sont marqués. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, le score Cheops, qui était dévolu au départ à la douleur post-opératoire, maintenant, il décrit un enfant qui a une douleur tellement suraiguë, qui se débat, qu'on le réserve à la mesure de la douleur des soins. Et vous savez aussi que c'est pour ça qu'on a travaillé sur Evandol, puisqu'on a essayé de faire un score qui permette à la fois d'enregistrer les deux aspects de la douleur au cours de son évolution. Par exemple, l'enfant peut être en prostration, mais quand on le mobilise, la douleur aiguë réapparaît et tout ça va être enregistré dans le même score, ça facilite la vie. Une autre question qui se pose, c'est ces scores ne mesurent-ils pas autre chose? Bien sûr, on le sait, c'est une des phrases favorites de Daniel Hankin, peur et douleur, un couple solide. Ça va toujours ensemble. Alors, il y a la protestation aussi. Ah oui, mais tu sais, là, il ne veut pas du tout se laisser faire. Et voilà, il proteste. Et puis, ou alors, il est triste, il est abattu. Donc, dans nos lieux de soins, on se dit, si seulement on pouvait se débarrasser de tout ça et accéder à la douleur pure, mesurer uniquement la douleur. Alors, effectivement, la plupart des échelles, la plupart des items qu'on coche dans les échelles, finalement, peuvent être aussi cochés quand il y a de la peur, quand il s'agit de douleur aiguë, ou alors peuvent être aussi cochés quand il y a de la tristesse ou de la dépression, quand il y a du retrait. Et on est à la recherche des signes les plus spécifiques, les plus qui ne seraient le reflet uniquement de la douleur. Alors, il a été décrit dès la période néonatale la mimique de la douleur. Mais la mimique de la douleur, si l'enfant pleure, là, par contre, elle n'est plus spécifique. Par contre, quand le visage est tout froncé, crispé, là, c'est plus spécifique, en dehors des pleurs. Et tout ce qui est signe physique, raideur, crispation, rejet en arrière, hypertonie, posture antalgique, là, voilà, on a des signes plus spécifiques. Mais il y a aussi beaucoup de signes qui sont partagés et on se dit toujours « Ah oui, mais alors en fait il a peur, ah oui, en fait ceci, cela ». Donc on est toujours dans le doute. Et on se dit « Moi je sais faire la différence, je n'ai pas besoin d'un score et donc je vais pouvoir détecter moi-même les émotions des autres ». Comment est-ce qu'on fait pour détecter les émotions des autres? Eh bien, on s'intéresse à eux, c'est l'empathie, et puis quelquefois, eh bien, on met en jeu nos mécanismes d'intuition. Mais comme vous le voyez sur ce petit schéma, eh bien, quelquefois, nos mécanismes d'intuition aboutissent à des conclusions différentes. Et c'est ce qu'on voit tous les jours. Bien sûr, moi, je pense qu'il a peur, moi, je pense qu'il a mal, mais non, moi, il m'a souri, mais il n'a pas si mal que ça, il regarde la télévision, etc. Alors la première étape pour sortir du conflit, donc on s'intéresse à son patient avec cette fameuse faculté pour comprendre les autres, qui est l'empathie. Qu'est-ce que c'est l'empathie? C'est se mettre à la place du patient comme si on était dans sa situation, mais sans jamais oublier, selon la définition de Carl Rogers, la position du « comme si ». C'est-à-dire on maintient une certaine distance, on est comme si. C'est ce que font évidemment les mères, tout naturellement, pour identifier les besoins de leur jeune bébé. Elles se mettent complètement à la place du bébé et elles peuvent comme ça résoudre les besoins au fur et à mesure en les identifiant, en les nommant et en y répondant. C'est ce qu'on appelle une mère suffisamment bonne. Et nous, peut-être qu'on doit être aussi des soignants suffisamment bons pour effectivement percevoir les besoins de nos patients et leur donner un sens et les aider à les résoudre. Mais alors comment ça se fait que finalement on n'est pas empathique tout le temps? On n'enfile pas l'empathie le matin en même temps que la blouse. Quelles sont les difficultés? Alors d'abord il y a des difficultés, il faut le dire, la vie n'est pas un conte de fées du côté des familles, du côté des enfants. Tous les enfants ne sont pas sympathiques. Il y a des enfants franchement... bien voilà, on trouve qu'ils pleurnichent un peu trop. Et puis les parents non plus, ils ne sont pas tous sympathiques. Il y en a qui sont vraiment désagréables, agressifs, anxieux, pénibles. Voilà, enfin, c'est pas politiquement correct, mais c'est vrai.
Et il y a eu des études qui le montrent très bien. Par exemple, il y a une étude de l'équipe de Goubert en Belgique qui montre qu'on montre une vidéo à des volontaires et c'est un patient qui a de la rééducation de l'épaule et quand il lève l'épaule, ça lui fait très mal. Donc à ce moment-là, il grimace. Et on dit, voilà, un malade qui est un malade qui a un problème à l'épaule, mais c'est un homme vraiment arrogant et puis il est hypocrite, égoïste. Et vous allez donc lui attribuer un score de douleur en regardant la vidéo. Puis à un autre groupe, on dit, c'est la même vidéo, hein, on dit cet homme, il est très amical, vraiment sympathique, et puis c'est un homme honnête et fidèle. Eh bien, comme vous vous en doutez déjà, les scores de douleur attribués en regardant la grimace du patient sont très différents dans les deux groupes. Et nous, on le voit tout le temps aussi quand on fait des formations à l'échelle Evandol. Quand les enfants les plus sympathiques obtiennent sur la vidéo, obtiennent les scores les plus élevés quand on fait des formations. Tout le temps, je le vois. Donc, effectivement, un autre facteur qui agit aussi sur notre cotation de la douleur de l'autre, c'est si on sait que la douleur est expliquée médicalement ou non. La même équipe vient aussi de publier là-dessus. Si on dit ce patient-là, en fait, c'est une douleur inexplicable, donc du registre dont celle vient nous parler Madame Housse, eh bien, le score de douleur attribué par les observateurs est plus faible. Alors, comment ça se fait aussi qu'on n'arrive pas à évaluer? Peut-être on est fatigué aussi. Hein. Cette démarche d'empathie, de compassion, de se mettre à la place, d'entrer en relation, cet engagement relationnel, bien quelquefois, voilà, on n'en peut plus hein, et on a trop de travail. C'est comme si on avait ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle qui précède le burn-out. Donc, bon, je crois qu'on a tous été dans cette situation à un moment ou à un autre, hein, parce que effectivement, c'est difficile d'être en relation avec des enfants très douloureux, de garder nos capacités positives, tout en se mettant à la place et sachant prendre la bonne distance. Et puis voilà, il y a tout ce qu'il y a à faire, et puis il y a tout l'encadrement et le reste, dont on reparle. Bénédicte reparlera tout à l'heure. Donc maintenant. C'est Barbara Tournière donc, qui va continuer à développer toutes ces difficultés. Bonjour, donc Barbara Tournière, pédiatre dans le centre de la douleur de Trousseau. Donc vous avez compris qu'on s'est un petit peu amusé, entre guillemets, à se demander mais qu'est-ce qui au quotidien finalement nous empêche de nous servir de tous ces outils qu'on a à disposition depuis quand même de nombreuses années maintenant. Alors finalement, est-ce qu'on a vraiment un intérêt à évaluer la douleur, oui ou non? Est-ce que notre tâche de soignant va être facilitée? Est-ce qu'on va être plus efficace en évaluant? Parce que peut-être qu'on souhaiterait que ces outils, pour nous faciliter vraiment la tâche, si c'était le cas, on les emploierait sans problème, on voudrait qu'ils soient simples, faciles à utiliser, rapides, efficaces, que ça marche à tous les coups, que ça ne nous fasse jamais défaut, que ça ne nous mette pas en difficulté. Un peu comme ce genre d'outils qu'on a tous chez nous et qu'on est très content d'avoir, et il n'y a pas grand monde qui souhaiterait s'en passer. Mais parfois, c'est pas si facile que ça d'évaluer. Il va falloir se creuser un peu la tête. Ces signes observationnels dont on a parlé, est-ce qu'il fronce un peu les sourcils? Là, oui, mais il les a peut-être pas vraiment froncés, mais peut-être qu'il les a froncés parce que c'était peut-être pas de la douleur. Mais alors, combien de temps il les a froncés? Et alors, ça devient un casse-tête infernal. Donc, finalement, ok, si ça prend du temps, mais que ce temps-là, c'est pour nous en faire gagner, parce qu'une fois qu'on aura bien évalué, eh bien, on est dans une équipe où cette évaluation est prise en compte. On obtient une prescription. Le service fonctionne bien. Alors là, on va être peut-être stimulé dans des bonnes conditions pour le faire. Mais si en plus on s'est cassé la tête, on a pris tout ce temps-là, et puis au bout du compte, cette évaluation, elle figure quelque part, personne ne la regarde au moment de la visite le matin, les prescriptions ne sont pas réadaptées derrière, alors pourquoi faire tout ça? Et puis on peut aussi se demander, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'évaluer? On revient un peu sur ce qu'Elisabeth a dit, et donc là on passe du frigo et de la machine à laver à la balance dans une cuisine, et on se dit, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une balance pour faire un gâteau? Alors bien sûr, tout le monde sait que non, si on veut faire un gâteau au yaourt, c'est super facile à faire. Si on veut faire une tarte aux pommes, je pense qu'à peu près tout le monde sait faire une tarte aux pommes ici. Mais si jamais on voulait faire des macarons, qui est un petit peu plus compliqué, peut-être qu'il nous faudrait là une balance. Donc finalement, notre intuition, notre savoir-faire, notre connaissance un peu globale comme ça du patient quand on est soignant depuis un moment, on peut se dire je vais y arriver.
Quand ça va être facile, comme pour faire un gâteau au yaourt, il y a peu de chances qu'on rate notre coup. Et avec un œil un petit peu averti, certainement un peu de formation, un minimum d'empathie, ça va fonctionner à peu près. Sauf que dans les situations difficiles, comme pour faire un macaron, comme quand c'est un enfant nouveau-né, en réanimation, un enfant handicapé, quand il y a une discordance qui nous apparaît entre des symptômes qui sont montrés par l'enfant ou une auto-évaluation qui n'est pas du tout la même que ce qu'on aurait mis spontanément dans notre chiffre un peu global là, alors peut-être que dans ces situations-là, il va falloir sortir quand même ces fameux outils d'évaluation. Alors on peut avoir par exemple deux types de discordance. L'enfant se dit douloureux et puis le soignant lui trouve qu'il ne l'est pas. Alors là, casse-tête, il va se dire, bon ben alors en théorie en plus j'ai un protocole, s'il est douloureux je dois lui administrer de la morphine, mais moi je vois bien qu'il n'est pas si douloureux que ça, donc alors, finalement de faire cette évaluation ça nous a mis en difficulté. On aurait peut-être mieux fait de se fier à notre impression, ben, il va à peu près bien, on fait rien. Non, manque de peau, on lui a demandé alors à combien tu as mal? Il a dit 8 et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir réfléchir, je vais devoir sortir une échelle d'évaluation, je vais devoir en parler, je vais devoir nier une des deux appréciations, soit celle de l'enfant, soit la mienne. Et donc finalement cet outil, au lieu de m'avoir simplifié la tâche, il me l'a compliqué. Je rentre dans un processus complexe. Et puis dans l'autre sens, si ça confirme que l'enfant est douloureux, ben là aussi ça ne va pas forcément me simplifier la tâche puisque je vais devoir à nouveau chercher une prescription antalgique, réévaluer l'enfant, etc. On peut maintenant essayer de se poser dans l'autre sens. Est-ce que finalement, on peut montrer que quand on évalue la douleur des enfants, c'est intéressant pour l'enfant de le faire? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que les services qui évaluent la douleur avec des outils adaptés, les enfants sont mieux pris en charge? Donc là, c'est très difficile, les résultats ne sont pas formels. Il y a eu, entre autres, une synthèse de Linda Frank en 2009 qui a repris 14 études publiées sur ce thème qui avaient vraiment regardé ça, c'est-à-dire on prend un service où il n'y a pas d'évaluation, on met en place l'évaluation et on regarde après si c'est mieux. C'est pas très facile de mettre en évidence les améliorations, mais quand même, globalement, on va dans le sens d'une amélioration quand on évalue correctement. Et puis dans la réalité des services, même si c'est difficile à montrer, on le voit tous. Parce que comme par hasard, les services qui ont des échelles d'évaluation, qui les utilisent, qui ont des scores notés, c'est quand même aussi les services où il y a des protocoles antalgiques, où les parents sont présents, où il y a une qualité des soins, c'est-à-dire c'est un processus qui n'est pas tout seul, j'évalue et c'est tout. Un autre frein, il faut l'avouer, ça revient aussi un peu sur ce qu'avait dit Elisabeth avec la lassitude. À force de nous avoir répété et seriné, il faut évaluer toujours, tous les jours, tout le temps, on en a un peu marre. Alors le pour évidemment de faire ça, c'est que s'il y a de la douleur, il y a la traçabilité dans le dossier, ça permet de s'adapter, mais le contre, c'est que ça finit par provoquer des fois des contre-réactions. C'est débile d'évaluer tout le temps, j'en ai marre, à quoi ça sert, je vois bien qu'il n'a pas mal, je n'ai pas besoin d'un outil pour voir qu'un enfant qui fait du vélo dans le couloir n'a pas mal. Et enfin, je crois quand même qu'on a tous en tête que finalement, la douleur, on nous dit qu'il faut s'en occuper, mais ce n'est pas un danger vital, hein, parce que qui laisserait aux urgences un enfant avec une dyspnée sévère et une crise d'asthme, comme ça, tranquillement dans son coin, en se disant je reviendrai tout à l'heure? Personne, parce que qu'est-ce qu'on a en tête? Effectivement, tout à l'heure, ça a été dit aussi, qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on ne s'en occupe pas rapidement, ça peut mal tourner, il va falloir peut-être courir en réa et peut-être que l'enfant ne va pas s'en sortir. Donc évidemment, on se dépêche de faire le traitement de l'asthme. Par contre, si un enfant arrive avec une fracture, même si elle est déplacée, avec un hématome énorme et qu'il est très douloureux, on projette quoi dans notre tête? Qu'est-ce qu'on visualise? Que cet enfant-là, quelques heures plus tard, il va avoir son plâtre, etc. Donc ce n'est pas un danger vital, la douleur, et ça ne nous force donc pas à nous mobiliser comme on se mobiliserait pour d'autres symptômes. Mais la douleur, ce n'est pas non plus une situation à part, c'est-à-dire que quand même, dans notre quotidien, il y a 40 milliards de situations dans les soins où on sait très bien ce qu'il faudrait faire et on ne le fait pas forcément. Se laver les mains, tout le monde sait qu'il faut le faire et pourtant on ne le fait pas. Ne pas prescrire des antibiotiques à large spectre à tout bout de champ, faire une toilette en étant un peu attentionné aux patients, etc. Bref, prendre soin de l'autre, c'est complexe, ça prend du temps et tout ça, ce sont des freins dans notre quotidien. Donc en fait, on a vraiment de nombreuses fausses bonnes raisons de ne pas évaluer.
et surtout que c'est pas simple en réalité, c'est pas juste un outil simple qui va nous donner un résultat simple. La douleur, ça reste un phénomène complexe, c'est plus proche du macaron que du gâteau au yaourt. Et on aimerait bien arriver à séparer, on voudrait mesurer là, ce stimulus nociceptif, alors qu'on sait très bien que la douleur, c'est une expérience absolument complexe, on l'a dit, répété ce matin, c'est intriqué avec plein de choses, mais c'est comme ça. Et un outil, l'utilisation d'un outil ne va pas décomplexifier ce phénomène, notre cerveau s'en rend compte, et du coup, on se retrouve dans une situation à se dire, on me donne un chiffre, et M. Falissard l'a bien expliqué, on me donne un chiffre qui réduirait, qui pourrait nous faire penser qu'on va réduire un phénomène complexe que notre espèce d'intuition globale perçoit mieux dans son ensemble, mais en réalité, ces chiffres sont quand même précieux au quotidien, non seulement pour faire de la recherche clinique, mais aussi pour travailler, pour transmettre à l'autre quelque chose, et finalement, effectivement, ils sont quand même le reflet de quelque chose. Donc, pour toutes ces raisons, malgré la difficulté, malgré tous les freins, il semble bien qu'il faille continuer. C'est pas terminé. Je vais vous décevoir parce qu'on n'a pas fini encore. Alors, pour terminer, en fait, ce que Barbara et Elisabeth viennent de dire, en fait, j'ai la tâche de conclure notre réflexion. Et du coup, oui, il faut quand même continuer à évaluer, mais pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire. Alors, un petit rappel quand même, l'évaluation, eh ben, il y a une obligation légale. Donc, je vous rappelle que c'est très important parce que c'est pas juste j'ai envie, j'ai pas envie, je suis motivée par l'évaluation de la douleur, je le fais, du coup, je fais un petit peu comme je veux. Non, il y a une loi pour ça, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça nous dit, toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Elle doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Alors ça, c'est important parce que cette histoire de loi, elle fixe un petit peu dans le marbre qu'on est obligé de le faire. Mais on s'est dit aussi que finalement, cette obligation, ce qui serait intéressant, c'est qu'elle ne soit pas qu'une obligation légale. Et en l'occurrence, on est en train, évidemment, d'arriver à une situation où chaque professionnel commence à reprendre à son propre compte l'idée de l'obligation de l'évaluation. Reprendre à son propre compte du point de vue professionnel, en tant que professionnel, en tant qu'infirmière, en tant que médecin, je me dois de le faire pour justement essayer de me rapprocher de la réalité de mon patient, et puis aussi en tant que personne. Donc vous voyez, on est déjà dans des champs qui sont bien plus complexes, des champs d'obligation qui sont plus complexes, puisqu'on ne parle pas que de l'obligation légale, mais d'une obligation déontologique, les règles de ma profession, et puis aussi des obligations, ou en tout cas des lois qu'on s'impose à soi-même, qui seraient un peu déjà des questionnements éthiques. Alors, on l'a déjà dit, il faut évaluer finalement, on reprécise les choses, même si on se questionne, il n'empêche que pour l'instant, on n'a pas beaucoup mieux, on n'a pas encore trouvé la superbe balance extraordinaire qui mesure tout et hyper vite et hyper bien. Donc, il faut continuer à évaluer pour inscrire notre observation, pour laisser une trace écrite. Quand je dis inscrire l'observation, ça ne veut pas juste dire prendre son stylo et écrire sur un cahier. C'est inscrire, ça veut dire c'est laisser une trace du beau métier que nous faisons, c'est-à-dire d'être en relation avec l'autre, d'observer ce qu'il est en train de vivre. Et inscrire son observation, c'est ça qu'on veut dire quand on fait de l'évaluation avec un outil. Alors évidemment, l'évaluation, ça nous permet de parler avec l'enfant, ça permet de nous parler entre nous. Et puis ça fait apparaître quand même pour l'enfant et sa famille l'intérêt qu'on a pour son soulagement. Ça rend visible finalement le problème de la douleur. Quand on met des belles affiches sparadrap, on évalue la douleur de l'enfant dans ce service. Et ben en fait, on est en train déjà de donner un message très fort aux enfants et à leurs parents sur le fait qu'on s'intéresse à ce qu'ils ont à vivre. Évidemment, quand même, on peut encore espérer quand même que le fait d'évaluer, ça sert aussi à soulager les enfants. Donc ça ne suffit pas d'inscrire un score sur un dossier pour évaluer, il faut faire connaissance, entrer en relation avec l'enfant, le questionner, s'interroger. Il faut quand même prendre du temps, et je viens de le dire à l'instant, il faut observer l'enfant. Il faut se mettre à son niveau, c'est quand même tout un état d'esprit, tout un mouvement qu'on a vers l'autre pour pouvoir en fait faire de l'évaluation. Et ça n'est pas, et ça n'est jamais
juste une réglette d'évaluation qui arrive. Alors évidemment, ça ne marche pas. C'est une petite EVA qui a des pieds et qui arrive. Alors ça, en fait, dans les services, ça n'existe pas. Hein, il y a les évandoles, elles n'arrivent pas en fait toutes seules. Il faut quand même que nous, on aille vers l'enfant et qu'on fasse cette démarche. Donc l'évaluation, ça reste une démarche. Et justement, l'évaluation de la douleur, sans doute que si elle était mieux enseignée, elle serait peut-être mieux pratiquée. Alors aujourd'hui, la formation initiale, elle reste quand même très aléatoire. C'est un peu peau de chagrin, c'est un peu comme on a envie. Donc c'est pas toujours homogène. Il faut se souvenir quand même que notre travail au quotidien, c'est d'enseigner et d'enseigner sur le terrain. Et donc quel modèle est-ce que nos étudiantes trouvent sur le terrain? On leur dit à l'école d'infirmière, moi je parle de l'école d'infirmière puisque c'est ce que je connais mieux, on leur dit il faut évaluer, c'est important, puis tu auras des points en moins si tu n'évalues pas. Et puis en fait, sur le terrain, il n'y a pas d'infirmière qui évalue. Donc là, on rend aussi nos futurs professionnels un peu schizophrènes. Donc c'est important de montrer un modèle. Donc, ce qui est certain, c'est que ce qui fonctionne, c'est la formation continue. Il faut s'appuyer sur l'expérience, partir des expériences concrètes pour aller au-delà de l'utilisation. Si on fait croire aux gens que c'est seulement remplir la grille qui fait l'évaluation, c'est très réducteur, comme Barbara et Elisabeth l'ont dit tout à l'heure. Donc, c'est toute une démarche qu'il s'agit de transmettre. Et on a aussi pas mal d'espoir par rapport à la formation qui deviendrait universitaire et qui en fait donnerait aussi un petit peu plus de poids à cette spécialité qui est la douleur. Donc finalement, ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes habitudes, mais pouvoir les garder. Ce qui est important aussi, c'est l'atmosphère dans un service. On sait aujourd'hui que par exemple, le respect des procédures de soins va être supérieur quand l'ambiance, l'atmosphère entre les professionnels est bonne. Bon, ça, c'était pas très compliqué à imaginer, mais n'empêche que ça a quand même des répercussions importantes. Quand il y a une volonté collégiale de se centrer sur l'enfant, quand il y a un engagement de la part et de la direction du chef de service, etc., de la part de tout le monde, de dire l'évaluation, ça compte parce que ça met en avant le fait qu'on se préoccupe de l'enfant. Et puis finalement, le rôle du leader, du référent douleur, ça, dans les équipes, on sait très bien, il faut qu'il y ait des gens qui portent les projets. Et en fait, souvent, ces gens, c'est vous. Donc l'idée, c'est pour conserver les bonnes habitudes, il faut aussi évaluer ces pratiques. On est content, on a mis en place des échelles, mais 6 mois après, 1 an après, il faudra y revenir, il faudra continuer à le faire. Donc pour conclure, je pense qu'on a essayé de transmettre l'idée qu'on ne voulait pas galvauder le message, c'est-à-dire que dire tout le temps il n'y a qu'à évaluer, c'est facile, vous savez bien, il n'y a qu'à faucon, c'était contre-productif. Il faut mettre en avant qu'il est impossible de simplifier un phénomène qui est complexe. Et donc forcément, et quand c'est des situations difficiles, il faudra élaborer, réfléchir ensemble, parler, discuter. Et donc finalement, cette histoire de la volonté de simplification des choses à l'excès, Platon, il s'interrogeait déjà là-dessus en disant que les dissemblances entre les hommes et entre leurs actions, la complète absence d'immobilité dans les choses humaines se refuse à toute règle simple, portant sur tous les cas et valable dans tous les temps. Donc finalement, on n'est pas les premiers à se poser des questions. Je vous remercie.